Bonjour Mehdi Ouest. Bonjour Laurence. On va continuer sur le numérique. Vous êtes le président de Talent, mais vous êtes aussi l'ancien ministre du Tourisme et du Commerce de Tunisie. Et votre regard sur ce sujet numérique est assez important, et surtout sur l'intelligence artificielle. On n'en a pas vraiment parlé encore au cours de la journée. L'intelligence artificielle qui est au centre de tous les sujets. On en parle beaucoup parce que c'est vrai que ChatGPT a en quelque sorte démocratisé l'IA auprès de tout un chacun. Mais peut-être, on va juste demander aux intervenants de se mettre dans un endroit où on peut nous discuter, parce que bientôt on les entend plus que nous. Ça y va. J'ai pas l'impression que je sois très entendue. Mehdi Ouest, sur l'intelligence artificielle, si on devait faire aujourd'hui, on va dire un peu un état des lieux entre une Europe qui a régulé assez fortement, parfois on dit qu'il empêche l'innovation, et l'Afrique qui a tout ce potentiel que l'on a évoqué tout au long de la journée. Aujourd'hui, l'état des lieux, si on devait parler de stratégie commune ou d'une course à la différenciation, l'état des lieux, c'est quoi? Alors, peut-être que je vais commencer par donner ma définition de ce que c'est que l'intelligence artificielle, de manière à ce qu'on comprenne un petit peu mon raisonnement et la façon dont je vais essayer de vous guider dans ma vision et ma stratégie. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur un livre qu'a écrit un de mes amis, Karim Beguir, qui est le fondateur d'une start-up dans l'IA tunisienne, Instadeep, fondée en 2012 et cédée en 2021 à BioNTech pour la modique somme de 600 millions de dollars, c'est-à-dire la plus grosse exit d'une start-up dans l'IA en Afrique. Donc c'est un Tunisien brillant. Et lui donne une définition que je fais mienne de l'intelligence artificielle en disant c'est comme si on avait affaire à un avion à 3 moteurs. Le premier, c'est le calculateur. Le deuxième, ce sont les algorithmes ou les modèles. Et le troisième, c'est la data. Ces 3 moteurs ayant une croissance exponentielle, ça veut dire tout doucement, et à un moment donné, on arrive au coude et donc ça devient vertigineux. Et on est à une période de notre existence où les 3 courbes ont atteint le coude en même temps. Et là, c'est extraordinaire. Je donne 2 exemples. Matière de puissance de calcul, on a multiplié la puissance de calcul. Alors, naturellement, je ne parle pas de la puissance de calcul qui était offerte à la NASA, hein, c'est la puissance de calcul qui est offerte aujourd'hui à tout le monde, c'est-à-dire celle dont vous disposez sur vos téléphones portables et téléphones mobiles. En 20 ans, on a multiplié la puissance de calcul par 100 000. Pour ceux qui calculent vite, il y a 86 000 secondes dans la journée. Ça veut dire que ce qu'on calculait en une journée, on sait le calculer en une seconde aujourd'hui. Donc ça donne des potentiels importants. Les algorithmes ou les modèles, à la limite, ça, on les connaît depuis les Grecs. Il y a 5 ans, c'était un différenciateur. Aujourd'hui, on comprend qu'il ne faut pas perdre trop de temps à sophistiquer l'algorithme ou le modèle. Il faut avoir une bonne architecture solide et qu'à la limite, c'est son entraînement avec des données en masse et en qualité qui est importante. Et donc, on peut se dire que quelque part, le vrai challenge ou le vrai défi de l'intelligence artificielle va résider dans la capacité que l'on va avoir à disposer de données en quantité et en qualité efficiente. Ça, c'est le premier point. Et c'est pour ça que depuis quelques mois, on suit des annonces de construction de data centers parce qu'on a besoin d'entraîner les modèles pour les rendre de plus en plus efficients. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui on a 2 grands courants, le courant américain, oui, le courant chinois. On est tous fédérés, nous, Français et Européens, pour se dire que ces 2 modèles de pensée qui ne nous ressemblent pas parce qu'ils ne respectent pas les valeurs universelles et fondamentales qui sont les nôtres. Et on aimerait pouvoir proposer un 3e courant. Est-ce que l'Europe a la capacité de le proposer toute seule? Je dirais que l'Europe a la technologie, mais elle n'a pas le terrain de jeu. Est-ce que l'Afrique a la possibilité de le proposer toute seule? Je dirais que l'Afrique n'a pas la technologie, mais elle a le terrain de jeu. Et donc, si on unissait ces 2 continents vers un même objectif et vers une même direction, on aurait à la fois la technologie et le terrain de jeu, et donc la capacité réellement de rentrer en compétition avec le modèle américain
le modèle chinois et de proposer un modèle d'une IA qui est plus éthique, plus respectueuse de l'environnement, plus inclusive. Et c'est ça que je pense être le défi que nos deux continents peuvent relever. Surtout que finalement, il y a des sujets assez communs, l'accès à l'eau, que l'on ignorait en Europe il y a encore quelques années et qui finalement redevient aujourd'hui un défi majeur, que l'Afrique maîtrise sans doute mieux que l'Europe d'ailleurs. Il y a la médecine, l'accès, tout ce qu'on appelle les zones désertiques avec l'accès à la médecine, et on voit justement les technologies de télémédecine numérique émerger. Il y a tout ce qui est autour de l'agronomie, de l'agriculture. Finalement, on va dire les sujets sont communs. Donc la mise en commun des technologies et du terrain de jeu, c'est finalement pouvoir répondre à ces grands défis ensemble et gagner du temps. Oui, alors les sujets sont communs, les intérêts peuvent être convergents, mais les calendriers ne sont pas les mêmes. Il y a plus d'urgence en Afrique qu'en Europe, et c'est normal. Et en plus, il y a plus d'innovation en Afrique qu'en Europe. Pourquoi? Parce que pour innover, il faut sortir de sa zone de confort. Or, en Europe, on est dans une zone de confort dont on a du mal à sortir. En Afrique, on est dans une zone d'inconfort depuis plusieurs décennies, et donc les Africains ont plus tendance à innover. Et l'intelligence artificielle est un formidable moteur d'innovation. Donc c'est une chance extraordinaire qu'ils sont en train de saisir, justement, pour se réinventer, pour réinventer la façon dont on doit s'organiser, pour réinventer la façon dont on doit produire, la façon dont on doit consommer, et puis pour relever les challenges qui sont les nôtres, et les challenges qui sont ceux de l'humanité. Hein. C'est quoi? C'est qu'on doit réussir notre transition énergétique pour préserver la planète, essayer de passer à une énergie la moins carbonisée possible, en utilisant le moins possible les énergies fossiles et le plus possible l'énergie nucléaire, si on arrive à trouver la façon dont on va traiter les déchets à terme, et naturellement l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Or 60% du soleil est en Afrique et c'est dommage de ne pas l'utiliser. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est qu'effectivement, on a un défi mondial, mais plus important peut-être en Afrique, mais qui existe aussi en France de manière différente, c'est l'accès équitable à la santé. Alors, en France, quand je disais en France, c'est aussi en Europe. Hein. En France ou en Europe, cet accès équitable, c'est d'éviter les zones de déserts médicaux. En Afrique, c'est d'éviter les zones de désert, tout simplement. C'est-à-dire de pouvoir donner accès à la santé à la plupart des citoyens. L'accès à l'éducation aussi. Et donc là aussi, l'IA va pouvoir y aider. Et naturellement, une nouvelle façon de produire plus en consommant moins, et puis de réinventer la façon dont on va résoudre la dépendance ou l'interdépendance, qui est un mot qui a été utilisé plusieurs fois ce matin, notamment en matière alimentaire. C'est-à-dire quand il y a eu le conflit qui a éclaté entre l'Ukraine et la Russie, on a découvert que la Russie était un grenier à blé et que c'était compliqué de pouvoir alimenter un certain nombre de pays en dépendance quand les greniers étaient fermés. Donc voilà un certain nombre de défis pour lesquels il peut y avoir une association. Alors, quels sont les avantages qui sont entre les mains des Européens, puis les avantages qui sont entre les mains des Africains? Si je regarde les Africains, clairement, et on l'a dit plusieurs fois, c'est une population d'1,3 milliard d'habitants aujourd'hui, foncièrement très jeune, hein, 60% de moins de 30 ans, 60% de moins de 25 ans et 70% de moins de 30 ans. Donc, et puis une population qui va encore évoluer. C'est-à-dire de 1,3 million, on va passer à 2 milliards, d'1,3 milliard, on va passer à 2,5 milliards en 2050, là où la population européenne est vieillissante et puis plutôt en décroissance. Donc le terrain de jeu africain va augmenter, là où celui de l'Europe va se rétrécir, et donc il y a vraiment un intérêt commun à converger. La dynamique naturellement d'innovation qui est formidable parce qu'elle est obligatoire pour les Africains. Très souvent, donc on a une formidable croissance de start-up. Si je ne veux pas vous inonder de chiffres, mais si je vous en donne quelques-uns, en 2023, plus de 3 milliards de dollars ont été investis sur plus de 600 start-up en Afrique.
En 2025, premier trimestre en Europe, on a investi, c'est un record, 2,7 milliards de dollars sur les startups européennes, ce qui veut dire qu'il y a un rapport de 1 sur 4. Il y a 10 ans, il était de 1 pour 30. C'est-à-dire que l'Afrique est en train d'accélérer et de rattraper son retard. Pourquoi? Parce que pour une grande majorité des jeunes Africains, la seule alternative pour trouver un avenir ou se construire un avenir serein, c'est de produire ou de créer leur propre entreprise et donc d'innover en start-up. Finalement, quand je vous écoute, il y a cette jeunesse et cette capacité à innover, comme vous l'avez souligné, parce qu'il y a des défis que l'Afrique doit résoudre très rapidement. Donc c'est vrai que ça la pousse à peut-être aller plus vite que l'Europe, qui prend plus le temps pour développer. On dit toujours que l'Europe essaye de créer une question de souveraineté européenne, de faire face aux géants, surtout aux géants américains. Est-ce que finalement l'Afrique ne peut pas faire ce que finalement l'Europe n'arrive pas à faire et créer un champion demain qui puisse vraiment être un concurrent, vraiment se positionner en concurrent face aux grands champions américains qui monopolisent le marché aujourd'hui? Laurence, j'ai la sauce, vous avez les spaghettis. Si on veut manger ensemble des spaghettis à la sauce tomate, il faut qu'on s'unisse. Donc chacun des continents a un des deux ingrédients, mais aucun des deux n'a les deux. Donc soit ils vont chacun passer le temps qu'il faut pour constituer le deuxième ingrédient, soit ils vont vraiment s'unir. Et je pense qu'il faut qu'ils s'unissent. Il faut qu'ils s'unissent parce qu'on a une destinée commune et on a une histoire commune. Moi-même, je suis issu de deux continents, deux histoires, deux cultures. Je suis à la fois africain, je suis européen, je suis tunisien, je suis français, et je n'ai jamais opposé ces deux cultures. Pour moi, elles se sont enrichies, elles se sont entremêlées, et la Méditerranée n'a jamais été une frontière, mais réellement un trait d'union. À partir du moment où on prend conscience de cela, et tout ce qu'on a entendu ce matin était très important, parce que le message des pays africains, c'est de dire on a envie d'être traité et reconnu comme un acteur de premier plan, comme un acteur d'égal à égal qui est capable de co-construire et non pas comme un continent dans lequel on va venir puiser des ressources premières ou dans lequel on va venir déverser des produits qui sont obsolètes pour le continent européen. Et je pense que le continent africain en a la capacité. L'Europe a une formidable usine éducationnelle. On a des ingénieurs de premier plan. Malheureusement, si je regarde la France, la moitié de nos diplômés vont s'expatrier de l'autre côté de l'Atlantique parce que c'est là-bas qu'ils vont trouver les écosystèmes qui vont leur permettre de relever leurs propres défis. Donc si on est capable réellement de leur proposer des terrains de jeu identiques, ils n'auront aucun intérêt à s'exporter. Donc on doit avoir aussi un échange à ce niveau-là. Ça a déjà démarré. Si je regarde l'université de Rabat, il y a 15 ans, elle n'existait pas. Aujourd'hui, c'est une université de premier plan qui peut rivaliser avec les plus grands et qui se développe fatalement en partenariat. On peut aussi avoir une innovation circulaire, c'est-à-dire une innovation qui a plus d'intérêt à prendre en Afrique plutôt qu'en Europe et qui peut revenir en Europe pour se réinventer. Et je pensais au M-Paiement. Le M-Paiement a essayé de démarrer en Europe il y a une quinzaine d'années. Ça n'a intéressé personne parce qu'on avait tous déjà 4, 5, 6 moyens de paiement et donc un de plus par le mobile, ça ne nous intéressait pas. Par contre, quand on est allé en Afrique et que c'était la seule alternative pour les Africains non bancarisés de pouvoir commercer, eh bien, M-Pesa aujourd'hui est une entreprise florissante kenyane. Ce M-Paiement est revenu et à la limite, la façon dont tu l'utilises en France n'est pas la même que celle, ou en Europe, n'est pas la même que celle. On utilise en fait le canal, le mobile pour pouvoir y positionner nos cartes de crédit bancaire et l'utiliser de manière beaucoup plus simple. Voilà ce genre d'innovation circulaire qui peuvent permettre à l'Europe et à l'Afrique d'instaurer un dialogue gagnant-gagnant et surtout d'écrire une histoire commune qui repose sur les valeurs universelles auxquelles on est tant attaché en Europe et en France en particulier, et qui ne sont pas forcément la priorité
ni du continent nord-américain, enfin pas du continent nord-américain, des États-Unis, parce que le Canada est assez attaché à ce genre de valeurs, et encore moins celle du continent chinois. Donc il faut vraiment, si on veut être cette troisième voie, si on veut avoir cette alternative plus conforme aux valeurs qui sont les nôtres, eh bien réellement construire cette union sacrée avec l'Afrique. Une dernière question, Mehdi West, c'est sur la régulation, la réglementation. Est-ce que les deux réglementations doivent être alignées? L'Afrique a peut-être envie d'avoir une réglementation plus souple que la réglementation européenne. Comment est-ce qu'il faut faire pour être justement à égalité ou en tout cas aligné sur la même vision? Alors je vais vous surprendre, moi je suis un industriel de la technologie et en général les industriels n'aiment pas les réglementations, mais aujourd'hui en ce qui concerne l'intelligence artificielle, je pense qu'on a raison de réglementer. Alors il ne faut pas sur-réglementer, on a raison de réglementer parce que c'est une technologie qui est vraiment de rupture et qui va transformer fondamentalement notre façon de faire avec des dangers assez importants qui, s'ils ne sont pas canalisés, peuvent conduire aux catastrophes qu'on est en train de vivre, notamment en matière de démocratie. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos démocraties sont en danger parce que l'utilisation de l'intelligence artificielle de manière non éthique peut biaiser un scrutin. Donc il faut une réglementation et l'Europe a raison de réglementer et l'Europe a raison aussi de protéger les données individuelles des consommateurs. À partir de là, ça serait merveilleux que l'Afrique puisse avoir son mot à dire et partager les principes de normalisation et les adopter. Et donc faire en sorte, non pas qu'on se dise l'Afrique adopte sans rien avoir à rajouter la normalisation européenne, mais on invite le continent africain à la table de la normalisation européenne et on passe de 500 millions d'utilisateurs à plus de 2 milliards utilisant les mêmes normes. Donc oui, il faut réellement encadrer cette intelligence artificielle et aujourd'hui, trop de liberté aux États-Unis, c'est pas bon. Pas assez en Chine, c'est pas bon. Donc le juste milieu, c'est la troisième voie que j'espère on va construire tous ensemble. Merci beaucoup, Mehdi West. Je vais céder le micro à Sophie Bora pour un dialogue avec Léa Moukanas. Merci pour avoir partagé votre vision. Merci. Merci.